Je vous remercie très très chaleureusement de m'offrir le privilège, parce que je sais que c'en est un, de m'exprimer devant vous, de vous exposer les principales dispositions de ce projet de loi d'individualisation de la peine et de prévention de la récidive, mais surtout de vous écouter, parce que moi-même, je suis friande en général d'ailleurs de vos avis, mais en particulier sur ce sujet, je suis tout à fait désireuse de vous entendre avec toutes les précisions qui seront apportées compte tenu des 3 thématiques qui ont été réservées pour cette séquence. Et je sais qu'il n'est pas ordinaire qu'un garde des Sceaux soit invité à s'exprimer devant la commission ouverte des droits de l'homme. Donc merci beaucoup, Maître Carbon-Decèze. Avant peut-être de vous présenter les principales dispositions de ce projet de loi, je vais vous en rappeler l'esprit, d'une part, la méthode, très sommairement, bien entendu, puisque je ne vais pas m'exprimer trop longtemps, je vais surtout vous écouter. Et puis, vous parler aussi un peu de l'écosystème, ce qu'ont fait à la fois Maître Carbon-Decèze et Monsieur le vice-bâtonnier, en rappelant toute une série de textes qui participent d'une cohérence, à la fois bien entendu sur les procédures pénales, mais aussi sur l'action judiciaire en matière pénale, et vous précisez ce que nous, en tant que en termes de politique publique, nous constituons comme environnement pour assurer l'efficacité, même la performance des dispositions qui sont contenues dans ce projet de loi. Donc, sur l'esprit, et l'esprit, je sais à qui je m'adresse, je parle devant vous et je crois que je peux prendre 2-3 minutes pour expliquer l'esprit même de ce texte. Pourquoi prendre 2 ou 3 minutes devant vous? Parce que vous constituez le lien, en fait, entre l'institution judiciaire et le citoyen, sans négliger ni sous-estimer le rôle joué par le ministère public et par les magistrats du siège. Il demeure que vous, qu'on appelle généralement, mais j'ai déjà dit que c'était abusif, auxiliaire de justice, je considère que vous constituez un lien essentiel entre l'institution judiciaire et le citoyen. Et je dis à dessein le citoyen, puisque cela concerne évidemment le justiciable, l'auteur d'actes délictueux ou criminels, cela concerne la victime ou les victimes, cela concerne aussi le justiciable qui peut avoir besoin de conseils, cela concerne le citoyen lui-même. Vous constituez ce lien et en tant que profession, vous avez historiquement conduit des combats, pris des engagements, assumé ces engagements et en particulier, vous avez contribué de façon significative sur plusieurs générations avec des figures magistrales à chaque génération. Vous avez contribué à consolider la législation des droits de l'homme, à lui donner corps, à l'enrichir, à faire en sorte qu'elle vive vraiment. Alors, on entend depuis quelques années, avec une certaine ironie, des personnes dire que la France serait plutôt le pays de la déclaration des droits de l'homme et pas des droits de l'homme. Incontestablement, il y a des insuffisances, incontestablement, il y a des ratés, mais il demeure que ici, il y a une attention aux droits de l'homme, mais il y a surtout un droit qui s'inspire des droits de l'homme. Et lorsqu'il s'en éloigne, il s'éloigne d'un socle, à la fois intellectuel et moral, et ce socle intellectuel et moral, nous estimons qu'il a sa cohésion, qu'il a sa force, sa solidité, qu'il a sa pérennité, et il est important qu'on y revienne, c'est aussi ce que fait ce projet de loi. Et c'est parce que vous avez, votre profession a rempli ce rôle à travers le temps, que je crois qu'il est possible de débattre avec vous de la conception même que l'on peut avoir de la peine, de la vision que l'on peut avoir de l'être humain, de son parcours, du fait qu'à un moment de sa vie, il peut avoir chancelé, commis un acte répréhensible, être sanctionné pour cet acte répréhensible, mais non pas banni de la société, non pas relégué hors de la société. La relégation, c'était au temps pénitentiaire du bagne. C'est revenu, je crois, quand même un peu avec la rétention de sûreté, mais ça n'est pas un sujet pour ce soir. D'abord, la société, elle doit protection à tous les citoyens. Elle doit protection à tous les citoyens et dans cette enceinte, bien entendu, elle doit protection aux victimes. C'est une exigence morale, c'est une exigence sociale. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire pour les victimes dès le début? Alors d'abord, un principe, parce que j'estime que dans la justice, plus que dans toute autre responsabilité publique, il y a l'obligation de respecter des règles éthiques.
Et parmi ces règles éthiques, vis-à-vis de la victime, par exemple, je l'interdis à mon équipe, et nous avons eu des discussions approfondies sur le sujet, d'instrumentaliser les victimes, d'instrumentaliser ou d'utiliser les initiatives que nous prenons en faveur des victimes, l'action que nous conduisons aux côtés des victimes, de l'utiliser comme argument, quel que soit le sujet ou quelle que soit la situation. C'est absolu, c'est un interdit absolu que je m'impose et que j'impose à mon équipe. De sorte que, évidemment, et c'est pour ça que nous avons eu des discussions très approfondies avec le cabinet et l'administration, bien entendu, du coup, l'action est peu connue. Elle est moins bien connue et ça n'est pas bien grave. C'est le lot de toutes les actions publiques, souvent. Mais surtout, elle n'est pas forcément perçue par les personnes qui doivent en profiter. En substance, qu'avons-nous fait pour les victimes? D'abord, prendre en charge une véritable politique de l'aide aux victimes et de gouvernance de l'aide aux victimes. Budgétairement, d'abord, c'est un budget qui avait baissé de façon continue sur les 3 dernières années du précédent quinquennat et que nous avons, dès la première année, redressé de 25,8%. Ensuite, il y avait une cinquantaine de bureaux d'aide aux victimes. J'ai estimé qu'il fallait que chacun de nos tribunaux de grande instance en accueille. Et dans la seule année 2013, nous en avons ouvert une centaine. Nous avons un bureau. Donc, les 14 manquants, les 11 manquants sont en train d'être ouverts. Donc, d'ici à fin juin, nous aurons un bureau d'aide aux victimes dans absolument tous nos tribunaux de grande instance. Par ailleurs, alors qu'il est important évidemment que les victimes sachent qu'elles peuvent être accueillies, mais en général, les magistrats et vous-même les avocats, qui participaient d'ailleurs à ces bureaux d'aide aux victimes, vous en informez les victimes. Par ailleurs, nous avons travaillé sur les procédures d'indemnisation des victimes parce qu'il y a toute une série d'obstacles et des dispositifs qui sont anciens, obsolètes, qui ne prennent pas en compte toutes les situations, tous les contentieux ou qui, parfois, comme cela m'a été indiqué, établissent des critères qui ne sont pas pertinents, et notamment le nombre de jours d'ITT. Donc, nous travaillons sur les procédures d'indemnisation. Nous avons décidé de généraliser, nous l'avons fait dans la loi égalité femmes-hommes, de généraliser le téléphone grand danger. Donc, le ministère de la Justice a lancé l'appel d'offres. Donc, c'est un dispositif que nous allons généraliser sur l'ensemble du territoire après la double expérimentation. Et nous avons également remobilisé le Conseil national d'aide aux victimes, lui confié de nouvelles missions, élargi son périmètre et sa composition. Et j'ai décidé, de façon, j'allais presque dire prématurée, d'expérimenter des dispositions qui sont contenues dans une directive européenne, une directive victime qui a été adoptée en octobre 2012, qui contient toute une série de dispositions dans le cadre de la constitution de l'espace européen de liberté, de justice et de sécurité, toute une série de dispositions qu'on appelle les normes minimales valables dans l'ensemble des pays européens, la reconnaissance des décisions judiciaires et des décisions pénales. Et dans le cadre de cette directive qui n'est pas encore transposée et qui doit être transposée avant décembre 2015, donc sans attendre sa transposition, j'ai lancé dès janvier 2014 une expérimentation dans 8 tribunaux de grande instance de façon à mettre en œuvre ces dispositions concernant notamment le suivi individualisé des victimes. Nous avons donc une politique d'aide aux victimes généraliste qui concerne l'ensemble des victimes de toutes les infractions. Et puis, nous avons une politique d'aide aux victimes pour un certain nombre de contentieux spécialisés, puisque vous savez que le gouvernement est très engagé sur la protection des femmes qui sont victimes de violences conjugales, donc sur un certain nombre de contentieux en particulier. Il y a donc la nécessité de poser très clairement l'obligation pour la puissance publique de veiller à protéger les victimes. Concernant les actes délictueux, sur les actes délictueux, la puissance publique a également des obligations. Et parmi ces obligations, la nécessité d'apporter une réponse juste. À chaque fois, une réponse juste. Cela aussi relève d'une règle éthique. Il y a la nécessité de s'assurer que cette réponse est proportionnée. Cela relève d'un principe de droit. Et il faut aussi que la réponse, bien entendu, soit efficace. Cette efficacité relève de l'utilité sociale. Et cette efficacité, elle se traduit de façon très simple en France, à l'étranger, dans le temps et dans l'espace. Elle se traduit par un principe simple, un concept simple, c'est l'individualisation de la peine. Et j'en viens donc à la méthode. Une fois que l'esprit a été ainsi posé, que nous savons très clairement comment, dans le procès pénal,
nous prenons en compte la victime, le préjudice, la nécessaire réparation, comment la puissance publique délègue à ceux qui font œuvre de justice, comment elle leur délègue l'acte, la mission très élevée, très haute, mais je dirais presque vertigineuse, de décider, c'est-à-dire de décider de restreindre les libertés, de décider de supprimer ces libertés. Donc, la méthode que nous avons choisie est celle du consensus. J'ai installé un jury de consensus, en fait, une conférence de consensus en 2 temps, un comité d'organisation et un jury de consensus. Le comité d'organisation et le jury rassemblaient, d'abord, indépendants chacun, rassemblaient des personnalités ayant des parcours professionnels très différents, des engagements très différents, des sensibilités politiques et même partisanes différentes. Et ces personnes ont accepté de travailler ensemble et de nous proposer, de nous soumettre 12 préconisations, les 12 qui ont fait l'objet de vote à l'unanimité. Et c'est sur la base de ces 12 préconisations que j'ai ouvert à nouveau un cycle de concertation, que j'ai donc consulté les organisations professionnelles, les organisations syndicales, mais aussi des associations de victimes, des personnalités reconnues, les représentants des parlementaires, consultés et abouti à ce projet de loi d'individualisation de la peine et de prévention de la récidive. Lorsque je dis qu'un principe essentiel est celui de l'individualisation, qui donne des résultats ici, qui donne des résultats ailleurs, qui a donné des résultats dans le passé et qui devra en donner dans l'avenir. L'individualisation de la peine suppose de restituer aux magistrats, au pluriel, ministère public pour ses réquisitions et juge du siège, de restituer aux magistrats de la liberté d'appréciation. Sinon, à quoi serviriez-vous vous-même si le juge ne juge que l'acte, s'il ne juge rien d'autre, s'il ne juge pas les circonstances, s'il ne juge pas le parcours de l'auteur, s'il ne juge pas son attitude vis-à-vis de son acte, vis-à-vis de la victime, vis-à-vis de la société et de ses règles, s'il ne juge pas tout ça avec toute sa complexité, ce que vous, avocats, vous apportez lors du procès pénal, on n'a pas besoin d'avocat et presque pas de juge. Vous voyez que je vise très directement les peines automatiques. S'il s'agit simplement de mécaniquement décider qu'un acte, et éventuellement, quand il a fait l'objet, lorsque c'est le 3e acte commis par un auteur, mais nous viendrons peut-être dans le détail de ce type d'acte, s'il ne s'agissait que de ça, on n'aurait guère besoin de magistrats, on n'aurait certainement pas besoin d'avocats. Donc l'individualisation est un principe essentiel. Et c'est un principe essentiel parce que c'est juste, parce que ça permet de décider d'une sanction proportionnée, et parce que la sanction peut être efficace. Justement parce qu'elle est appréciée par rapport à tout un faisceau d'éléments, elle peut être efficace. Il faut que la sanction soit efficace. Parce qu'il est bon de rappeler, puisque nous travaillons sur les délits, que nous travaillons sur les décisions de tribunaux correctionnels, il est bon de rappeler que les personnes qui entrent en prison vont en sortir. Et que, comme je le disais tout à l'heure, si nous assumons le socle intellectuel et moral sur lequel nous construisons nos règles générales, il nous faut admettre que lorsque la personne va sortir de prison, il vaut mieux que la puissance publique ait créé les conditions pour qu'elle soit dans un parcours de désistance plutôt qu'elle soit dans un parcours de récidive. Pour cela, donc, parmi les principales dispositions de ce texte, il y a, vous avez compris pourquoi, la suppression de ces peines automatiques, il y a la création d'une peine en milieu ouvert, la contrainte pénale, qui est une peine en milieu ouvert qui fera l'objet d'abord d'une exécution immédiate dès son prononcé, qui donnera lieu à un suivi individualisé qui peut être ajusté, modulé en cours d'exécution, qui fera l'objet d'une évaluation et qui progressivement va redéfinir le périmètre du sursis avec mise à l'épreuve, qui pourra être réservé à des auteurs d'actes qui nécessitent davantage le suivi d'éléments objectifs, vérifiables, qui n'appellent pas un suivi très individualisé et très proche, et laisser à la contrainte pénale, c'est nécessiter d'un suivi individualisé. Il y a, j'ai peut-être une observation à vous faire sur la contrainte pénale et sur d'ailleurs les décisions d'incarcération. Vous savez que la loi pénitentiaire de 2009 prévoit que dans les décisions d'incarcération jusqu'à 2 ans,
la loi prévoit que le juge d'application des peines examine les conditions dans lesquelles la peine peut éventuellement être aménagée. Il me remonte de partout que vous, les avocats, êtes très peu impliqués à ce stade. C'est-à-dire que vous participez très peu à ce temps judiciaire qui est celui de l'exécution des peines. Je pense qu'avec la contrainte pénale, qui est une peine en milieu ouvert, il sera important que vous preniez, que vous vous impliquiez pour éclairer, pour permettre que la décision soit la mieux ajustée possible. Il sera important que vous impliquiez et que vous preniez votre part donc dans cette phase de l'exécution des peines, d'autant que dans ce texte de loi, nous introduisons la césure du procès pénal. Donc, ce procès en 2 temps, avec ce temps intermédiaire où vos appréciations, vos analyses permettront de mieux percevoir la situation et donc aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée. Par ailleurs, nous créons un rendez-vous obligatoire aux 2/3 de l'exécution de la peine. Ce rendez-vous obligatoire, qui sera préparé en amont par les conseillers d'insertion et de probation, permettra aux juges ou à la commission d'application des peines de décider éventuellement d'une libération sous contrainte. Ce mécanisme vise à lutter contre les sorties sèches. Donc, nous savons que c'est le terreau même de la récidive. Et ces peines automatiques qui ont été créées justement pour lutter contre la récidive, non seulement n'ont pas réduit la récidive, lorsqu'on regarde le taux de condamnation en récidive légale entre 2007 et 2011, il est passé de 4% à 12%, donc il n'y a pas eu de réduction de la récidive, mais en plus, il y a eu un prononcé de 4000 années supplémentaires d'emprisonnement chaque année, du fait justement de ces peines automatiques. Donc nous savons qu'il y a des mécanismes qui non seulement ne fonctionnent pas pour lutter contre la récidive, mais même aggravent la récidive, sont des facteurs d'aggravation des risques de récidive. Donc pour lutter contre ces risques de récidive et notamment réduire les sorties sèches, nous mettons en place ce rendez-vous obligatoire. Ce sont là les principales mesures. Je vous ai dit, et je vais vous les présenter en quelques mots, que ce texte de loi s'inscrit dans un écosystème, dans une espèce de biotope, un environnement qui participe de son efficacité. Je dirais même de son efficience, c'est-à-dire de la capacité de ces dispositions à produire le meilleur résultat visé par chacune de ces dispositions. D'abord, vous savez que nous allons renforcer le corps des conseillers d'insertion et de probation, puisque nous allons augmenter ce corps de 25% en 3 ans, mais nous ne travaillons pas seulement sur les effectifs, nous travaillons également sur les profils de recrutement, nous améliorons la formation et nous réfléchissons avec l'École nationale de l'administration pénitentiaire aux différents modules de formation à concevoir. Nous travaillons également sur les outils de prise en charge et sur les outils d'évaluation. C'est donc une nouvelle culture du métier même de conseiller d'insertion et de probation que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons déjà commencé à recruter l'an dernier, nous le faisons cette année, nous le ferons encore l'année prochaine, des magistrats en application des peines et en exécution des peines pour le ministère public, ainsi que des greffiers. Nous avons lancé depuis 18 mois maintenant une politique interministérielle qui permet de faire prendre en charge par tous les ministères les personnes placées sous main de justice, ce qui permet à ces personnes placées sous main de justice d'accéder aux dispositifs de droit commun. Enfin, j'ai installé il y a 1 mois maintenant, ou un peu plus, 2 mois, une commission Cotte, présidée donc par Bruno Cotte, qui est, vous le savez, président de la Chambre criminelle à la Cour pénale internationale, et qui est entourée d'avocats, de magistrats, d'universitaires. J'ai chargé cette commission de réfléchir à un code de l'exécution des peines. Il y a eu du désordre dans notre exécution des peines, dans l'échelle même des exécutions des peines, qui ne correspond pas à une échelle de valeur cohérente, même si on peut contester une échelle de valeur, mais elle n'est même pas cohérente, et en plus je la conteste, c'est laquelle elle se référait, parce que je crois qu'il doit y avoir une correspondance entre l'échelle de valeur et l'échelle des peines. Je pense par exemple que les atteintes aux personnes, les violences contre les personnes doivent être plus sévèrement punies que les atteintes aux biens. Voilà, dans notre code pénal, vous savez que nous n'avons pas cette cohérence-là. Donc il y a du désordre qui a été introduit dans notre échelle des peines. J'ai demandé donc à la commission Cotte d'y travailler, d'envisager éventuellement très librement, de repenser l'architecture de l'échelle des peines et d'envisager très librement soit la réécriture
réécriture de cette échelle des peines, soit même carrément l'insertion dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, d'un code de l'exécution de la peine. Donc il y a tout cet ensemble, qui contribue à la fois à donner de la cohérence, mais aussi de la force et de la clarté à ce projet de loi d'individualisation de la peine et de prévention de la récidive. C'est donc une démarche qui s'assume en tant que telle. C'est une démarche normative qui introduit donc des mesures par un texte de loi. C'est une démarche de politique publique puisque ces dispositions sont accompagnées par toute une série de décisions de la puissance publique. Et puis, je l'assume très clairement, c'est une démarche philosophique qui relève de la conception que l'on peut avoir de la peine, qui relève de l'utilité sociale de la peine, qui relève de ce qu'on appelle la rétribution, de ce qu'on appelle la réhabilitation, de toute une série de concepts, mais surtout qui renvoie à la responsabilité de l'auteur d'un acte, à la responsabilité de l'auteur de cet acte au moment où il doit exécuter sa peine, mais à sa responsabilité aussi à la préparation de sa vie après la peine. C'est donc une conception philosophique qui est parfaitement assumée pour sous-tendre ce texte de loi, parce que je crois qu'on ne peut pas constamment rompre avec la conception philosophique même qu'une société a construite à travers le temps, à travers l'histoire de la punition. Et je veux absolument, au contraire, reprendre le fil de cette conception philosophique là où elle était abandonnée. Et je dois dire qu'il y a des publics où je peux l'expliquer avec plus d'aisance qu'avec d'autres. Il y en a avec lesquels il me faut faire de nombreuses démonstrations. On a appelé à toute une série de grands philosophes du siècle des Lumières, aussi bien des philosophes français que quelques philosophes européens, donner des extraits de textes. Mais je crois qu'avec le public que j'ai ce soir, ça n'est pas nécessaire. Je pense que ce sont des choses que vous pouvez entendre sans difficulté parce que je vous sais bien d'intraitables passeurs de justice. Et merci pour votre attention.